Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans quelques instants. Le ministre Adama Kamara a présenté les réformes engagées par le président de la République pour favoriser une politique sociale en faveur des travailleurs. C'est à la conférence internationale du travail qui se tient à Genève en Suisse. Le Bureau international du travail va donc soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce programme. Le Conseil national de lutte contre la vie chère souhaite que les populations aient la bonne information sur les efforts de l'État pour éviter la flambée des prix sur les marchés. Le CNLV, au cours d'un petit déjeuner de presse, a signé à cet effet un partenariat avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Et puis les forces armées maliennes et celles de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger ont mené de violents combats contre les djihadistes ce week-end dans les localités d'Andera-Moukane et de Tadjalat. Cette région à la frontière avec le Niger est sous le contrôle du groupe État islamique depuis plusieurs mois maintenant. Bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire participe à la 110e session de la conférence internationale du travail qui se tient du 27 mai au 12 juin prochain à Genève en Suisse. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a conduit une délégation au siège du BIT, le Bureau international du travail. On voit cela avec Serge Colléa, notre envoyé spécial. Deuxième conférence interafricaine de la prévoyance sociale a permis à la délégation ivoirienne de mettre en lumière les réformes engagées pour dynamiser la politique de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Des actions fortes menées depuis 2012 pour le bien-être des assurés sociaux. Grâce à toutes les réformes, la CNPS se porte très bien. Les travailleurs indépendants qui n'étaient pas pris en compte dans le système de sécurité sociale, le président de la République a bien voulu que depuis 2019, on puisse les prendre en compte et ce système est opérationnel à ce jour. Donc ce sont toutes ces expériences qu'on a échangées avec les autres et pour lesquelles il a été décidé qu'il y ait une réunion pour que les autres puissent bénéficier de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Les institutions de prévoyance sociale ont connu des avancées significatives. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, sous la très haute vision éclairée et avant-gardiste du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a, dans le domaine de la sécurité sociale, connu des avancées reconnues tant au plan sous-régional par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale qu'au plan international par l'Association internationale de la sécurité sociale. Équilibre financier rétabli, régularité dans le paiement des prestations avec des investissements institutionnels au niveau national. En Afrique, l'IPS-SEGRAE est le premier organisme de sécurité sociale à mettre en pratique le régime complémentaire. L'IPS-SEGRAE peut se permettre aujourd'hui d'envisager une sécurité sociale plus étendue, plus efficace pour les fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve aujourd'hui la mise en place de la retraite complémentaire par capitalisation, qui est un système qui garantit une retraite plus confortable. Présenter la politique de sécurité sociale, solliciter l'expertise et l'appui financier du BIT, ce sont là quelques-unes des motivations de la présence du ministre Adama Kamara au siège de l'organisation. On a discuté avec le monsieur ministre et l'équipe sur le progrès que Côte d'Ivoire a fait dans le champ de protection sociale. On a félicité le pays pour ce progrès et puis on a insisté qu'on est là comme BIT pour aider. Nous avons obtenu la garantie de nous apporter un appui technique. Nous avons également obtenu de nous apporter dans la mesure de leur disponibilité des appuis financiers pour nous permettre de faire en sorte que le système de protection sociale, qui est un système de justice sociale, soit connu de tous et que tous adhèrent. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 110e session de la Conférence internationale du travail, organe de décision de l'OIT. Elle se tient du 27 mai au 11 juin à Genève en Suisse et réunit 187 États membres.
La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Oulouto, a échangé avec les directions régionales de la fonction publique. Anne Oulouto veut que ces relais jouent leur rôle de régulateur du service public et de gestion optimale des ressources humaines civiles de l'État en région. Grâce Kando. Rencontre bilan de la mise en œuvre de la politique de repositionnement des services extérieurs du ministère de la fonction publique afin de mieux réguler le service public dans les régions. C'est près de 100 000 requêtes qui nous parviennent. Les changements de nom, les arrêtés de nomination, de promotion, les erreurs sur l'espace fonctionnel, les attestations de prise de service. Pour pouvoir répondre à la satisfaction de toutes ces requêtes, il faudrait qu'il y ait un circuit avec des délais, un traitement avec célérité. Et c'est cette structuration que nous avions mis en place qui nous a donné ce résultat. Il y a vraiment une redynamisation qui est en cours pour donner de nouveaux chemins à prendre, pour maintenir la cadence, mais surtout aller vers des performances plus prononcées, pour toujours être au service des populations, toujours être au service de nos concitoyens, pour délivrer un service public de qualité, aussi bien à Abidjan ici qu'en région, quel que soit le lieu de résidence du fonctionnaire ou du citoyen ivoirien. Des performances enregistrées au niveau des 33 directions générales de la fonction publique pour la bonne marche de l'administration, non sans occulter les difficultés. Parmi ces difficultés-là, la question donc du mauvais accueil dans nos administrations figure le non-respect de la déontologie de la fonction publique, avec l'absentéisme, la non-prise en compte des valeurs dans l'exercice des fonctions. Nous avons également profité de cela pour revenir sur notre engagement à lutter contre la corruption, contre les extorsions de fonds, pour la qualité de nos services, notamment en matière de recrutement, en matière d'organisation des concours administratifs et des concours d'entrée à l'ENA. Nos directeurs régionaux qui doivent être les relais de cette lutte en région, que notre administration soit un modèle et un exemple de l'Ivoirien nouveau tant souhaité par le président de la République. Pour motiver les directeurs régionaux aux bonnes pratiques, la ministre Anne Oulouto annonce l'instauration de 5 prix spéciaux basés sur la performance. Ces prix seront décernés entre le 20 et 24 décembre prochain dans les localités qui auront été retenues. Parlons à présent de la traite des personnes. L'ONG Côte d'Ivoire Prospérité se lance dans la prévention et la sensibilisation des personnes fragiles. Un engagement exprimé aux journalistes lors d'une conférence. L'organisation a mis en exergue la nécessité d'un plaidoyer et d'une implication effective des autorités ivoiriennes. Franck Kouadio. En mode de témoignage, une jeune Nigériane victime d'abus et d'esclavage sexuel après qu'on lui ait fait miroiter l'Eldorado ivoirien. Des cas comme elle, identifiés de plus en plus, certains présents dans des centres d'accueil et d'autres encore prisonniers dans des aventures ambiguës. Activiste aujourd'hui, Hervé a vécu de pires moments d'esclavage il y a quelques années à l'étranger. J'ai été vendu, et je suis devenu un esclave. Et sans vous le cacher, l'employeur lui-même a bien dit que toi, je t'ai acheté à 450 dinars, je fais de toi ce que je veux. Je faisais toutes sortes de travaux dans le désert. J'étais à la fois berger et ensuite cuisinier. La Côte d'Ivoire, comme bien du pays, est concernée par la question de la lutte contre ce phénomène social. Cette conférence a pour ambition initier un plaidoyer. La voie de plaidoyer que nous étudions pour nous faire entendre auprès du comité national de lutte contre la traite des personnes, composé de 14 ministères, dont la présidente est assurée par la primature. C'est pour ça que nous plaidons dans ce sens. Et il y a aussi les statistiques qui disent que au niveau des États-Unis, certes, nous sommes en catégorie 2, mais également l'effort n'est pas suffisamment fait par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement ivoirien. 8 millions de francs CFA ont été cependant mobilisés pour soutenir l'action des organisations publiques et des ONG. Selon le conférencier, l'autorité administrative et politique a un rôle déterminant à jouer. La Côte d'Ivoire fait des efforts pour mettre en place des lois. La Côte d'Ivoire fait des efforts pour que cette lutte-là soit effective. Mais c'est l'implication réelle. Peut-être même, il va falloir même qu'on forme beaucoup de gens à cela. Parce que c'est un thème, je dirais, nouveau. En termes d'initiative,
Les participants notent des dispositions réglementaires et juridiques telles la loi de 2016 qui encadre la question de la traite des personnes, sans oublier la création de sous-directions et d'un comité national de lutte. Que fait l'État pour empêcher la flambée des prix sur les marchés? Eh bien, les efforts du gouvernement ne sont pas toujours sus des populations. Le Conseil national de lutte contre la vie chère veut que les bonnes informations parviennent au public. Il a donc signé un partenariat avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Espérance Diakalé, Cheikh Koné nous en parle. Éduquer et sensibiliser les consommateurs sur les droits dont ils disposent afin de leur permettre de se défendre face à la cherté de la vie. C'est l'objectif de ce partenariat entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les populations pourront désormais être entretenues à travers les différents canaux d'information. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres d'être enrichis, de savoir qu'est-ce qui est fait au quotidien, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour permettre à ce que les prix ne flambent pas. Parce que vous avez vu qu'à un certain moment, avec la Covid, les prix avaient tendance à prendre l'ascenseur, mais je pense qu'avec les différentes mesures qui ont été prises depuis le mois de mars, il y a eu une certaine stabilité au niveau des prix. Cela coûte énormément d'argent à l'État. Né de la volonté du gouvernement de renforcer son dispositif institutionnel, le Conseil national de lutte contre la vie chère a pour mission d'œuvrer pour la protection du pouvoir d'achat et de défense des droits des consommateurs en Côte d'Ivoire. Et nous, au Conseil national de lutte contre la vie chère, on a pour rôle d'informer les populations, de concerter avec l'ensemble des couches de la population. Et donc aujourd'hui, cette rencontre avec les rédacteurs en chef des principaux organes de presse de Côte d'Ivoire, il s'agissait donc de pouvoir avoir un échange sur les questions d'actualité, sur la lutte contre la vie chère, sur les mesures du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et la surenchère, la législation ivoirienne prévoit 3 types de sanctions pour les commerçants, dont une amende allant de 500 000 à 100 millions de francs CFA. Autre volet de l'actualité, la conférence ministérielle des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle s'est tenue ce vendredi 3 juin au siège du patronat ivoirien. Il s'agit d'œuvrer pour la promotion des indications géographiques et afin de valoriser et protéger les produits appartenant aux États membres de l'OAPI. Espérance Diakalé, Didier Nguessan. Les produits de la recherche scientifique sont le résultat de travaux intellectuels d'enseignants-chercheurs. Mais pour être reconnus juridiquement comme tels, les inventions et autres procédés mis en place doivent être déclarés et protégés auprès de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. L'OIPI forme à cet effet les enseignants-chercheurs de l'Université Nangui à Brogoua. Cette formation est bienvenue parce qu'elle va permettre à nos enseignants, à nos chercheurs, de savoir comment protéger leurs découvertes qui sont importantes. Et donc, c'est participer à un vrai développement de l'innovation dans notre institution et en Côte d'Ivoire. En cas d'usurpation de titre, le plaignant peut se rapprocher du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Un signe comme un nom commercial se protège juste à 10 000 ou 20 000, selon que la demande est faite par une personne physique ou morale. Le design, donc la forme d'un produit, le motif d'un pagne ou d'un tapis et autres est protégé à 80 000 francs. Les technologies se protègent à environ 590 000 francs. L'État prend plus de 90% de la charge de la protection. Que ce soit une marque, un brevet, un design ou un nom commercial, la propriété intellectuelle est répartie en 2 catégories, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. On passe au point Covid de ce lundi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 6 juin 2022 4 nouveaux cas de Covid-19, 12 guéris et 0 décès. À la date du 6 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 309 cas confirmés, dont 81 454 personnes guéries, 799 décès et 56 cas actifs. Le 5 juin 2022, 62 886 doses de vaccins ont été administrées.
On reste dans les couloirs de la santé. 30 mois après l'approbation du projet Spark Santé, un atelier national de présentation des résultats du projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements et des compétitions en santé a eu lieu le 2 juin dernier à Abidjan Plateau. Il s'agissait pour les acteurs de ce projet de faire un bilan à mi-parcours. Franck Quadio. L'objectif de développement du Spark Santé est d'améliorer l'utilisation et la qualité du service de santé de manière à réduire la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. 30 mois après la mise en œuvre de ce cadre harmonisé de financement, les acteurs peuvent tirer des conclusions à mi-parcours. Nous avons ainsi, Monsieur le ministre, abordé les problématiques du financement de la santé sous l'angle de la charge stratégique, les différentes réformes de santé, les défis de la santé de la mère et de l'enfant, la problématique de l'information sanitaire, la gouvernance, la problématique de l'accroissement de la demande de soins. Ce volet opérationnel des réformes clés du secteur de la santé en Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Vous avez parlé d'un financement additionnel, d'un besoin de financement qui reste, et bien sûr nous allons le considérer parce que nous pensons que c'est vraiment un des chantiers prioritaires pour la Côte d'Ivoire et d'essayer d'assurer cette couverture médicale universelle et de la faire fonctionner pour le bien de la population. Donc on sera très heureux de continuer à vous accompagner dans ce cadre-là. Pour le ministre de la Santé, le bilan est jugé satisfaisant et doit être un catalyseur pour continuer le projet afin d'offrir un service de qualité aux populations. Relativement à l'enrôlement des populations dans la CMU, et surtout les ménages économiquement faibles, force est de constater que nous n'avons pas assez utilisé les opportunités de ce financement pour accélérer donc la mise en œuvre de la CMU. Ainsi, en lien avec mon collègue, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, nous allons travailler ensemble pour identifier toutes les activités à soumettre au financement du projet pour accroître le bénéfice des populations dans la couverture maladie universelle. Des missions d'évaluation ont été effectuées dans plusieurs villes du pays afin de se rendre compte de l'impact de ce projet sur les populations. Lancement de la 53e édition de l'opération Grand Ménage à Boaké, une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Le lancement a réuni les autorités locales et les populations venues en grand nombre. C'est ce que nous apprennent Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité à Boaké. C'est dans le cadre du lancement de la 53e édition de l'opération Grand Ménage. Lieu choisi pour ce lancement, le quartier Koko. Les opérateurs de salubrité, les ONG et les populations appuyées par les forces de l'ordre ont marqué leur adhésion à l'événement à travers le curage des caniveaux, le balayage des artères et le désherbage des alentours de la maternité du dit quartier. Le ministre Boaké Fofana exhorte les populations à assainir leur environnement. Il faudrait que ça devienne une activité normale, que le premier samedi du mois, on se retrouve, toutes catégories confondues. Les autorités, les constitués, les femmes, les jeunes, pour entretenir notre environnement. Occasion pour le ministre d'annoncer le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité adopté par le gouvernement qui entrera en vigueur dans 6 mois. Il y a un code qui est en route. Le gouvernement l'a déjà adopté. Nous attendons que nos parlementaires le votent. Et il prévoit également des sanctions. En plus des sanctions pécuniaires, en plus des amendes, il y a aussi des sanctions pénales. Les gens peuvent aller en prison parce qu'ils ont déposé les ordures à un endroit où on n'a pas déposé les ordures. Les autorités municipales et les responsables de structures de lutte contre l'insalubrité sont engagés à accompagner les actions de l'État. C'est un premier départ encore. C'est d'améliorer encore ce qu'on est en train d'entamer et de bien faire la visibilité et surtout maintenir Boaké ville propre. Les populations de Boaké sont engagées à rendre leur cadre de vie un peu plus agréable et avec leur soutien certainement, on aura plus de moyens pour que vraiment tous les samedis, les premiers samedis du mois, qu'on puisse faire le grand ménage comme il a souhaité à Boaké. Au cours de cette activité, les ONG œuvrant volontairement pour la propriété de la commune et les forces de l'ordre ont reçu des récompenses en numéraire pour leur engagement dans la lutte contre l'insalubrité. En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine.
Tel est le thème de l'opération Grand Ménage cette année. Créer une saine émulation et inculquer l'esprit d'excellence chez les élèves, voilà la motivation de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du Collège moderne de Koko. 40 élèves distingués ont reçu des kits scolaires des mains de Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse. Soro Corona. Journée d'excellence au Collège moderne Koko de Boaké. Depuis sa création dans les années 60, c'est la toute première fois que cet établissement scolaire célèbre ses meilleurs élèves. Une journée du mérite à l'initiative du principal qui veut instaurer une concurrence saine entre les apprenants afin de faire du lycée moderne de Koko un établissement d'excellence. Nous avons décidé de célébrer les meilleurs élèves pour saluer le travail des enseignants, saluer les efforts des élèves et créer une saine émulation entre les élèves pour les amener à travailler davantage afin d'améliorer les résultats scolaires du Collège moderne Koko de Boaké. Les 10 premiers élèves de chaque niveau ayant obtenu des moyennes annuelles supérieures à 13 sont récompensés. Ils sont donc 40 lauréats à recevoir des présents composés essentiellement de kits scolaires. Mon secret pour que je sois la meilleure élève de 3e, je fais beaucoup d'exercices. Les responsables locaux de l'éducation nationale ont salué l'engagement du parrain Touré Souleymane aux côtés de l'école à Boaké. Pour le conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse, l'excellence est aujourd'hui prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Touré Souleymane exhorte donc la jeunesse à se départir de la fraude. L'excellence est un sacerdoce pour le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, promeut l'excellence, demande à faire de l'excellence le point d'ancrage de nos actions. Et donc, à l'invitation de Madame le principal de cet établissement, nous n'avons pas hésité à venir encourager ces enfants. Pour accompagner les candidats du Collège moderne de Koko, au BEPC, des cours de renforcement sont organisés. Après plus de 60 ans d'existence, le Collège moderne de Koko a besoin de réhabilitation. On en vient à la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Une cérémonie de célébration des 80 ans d'âge du président initiée par le mouvement Les Héritiers et Héritières du président Alassane Ouattara. Serge Pakom Didi, Walter Amadou Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara a célébré cette année ses 80 ans d'âge. Des militants et sympathisants du RHDP lui rendent hommage. Le président est né le 1er janvier. On voulait fêter le 1er janvier, ça a coïncidé au Covid. Et puis après, il y a eu les problèmes des ministériels. Et puis bon, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. Et finalement, la date qu'on a trouvée était le 4. Il a perdu des enfants politiques, il a perdu des amis proches, des gens qui l'avaient mis espoir. Et donc on s'est dit que bon, il faut qu'on cherche à mettre un peu de gaieté en lui, il faut qu'on cherche à le faire sourire un peu. Des cadres du RHDP, guides religieux, membres de la société civile, femmes, jeunes, tous venus célébrer le président Alassane Ouattara. De vibrants hommages rendus également à de hautes personnalités du RHDP, proches collaborateurs du président Alassane Ouattara, arrachés à l'affection des siens tels que Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et récemment Amadou Soumaro. Henriette Dagri Diabaté, Kandia Kamara, Anne Ouloto, Téné Birahima Ouattara, absents mais en leur nom, Amitungara, Lassina Ouattara d'Ilas PR et Jeanne Peumont ont reçu des distinctions pour leur fidélité au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du président de la République. C'est un grand monsieur. C'est un monsieur qu'il le faut pour la Côte d'Ivoire. Et voilà aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Et il n'a pas encore fini. Bientôt, il y a des grands travaux qui arrivent. Joyeux anniversaire, Babadon. Joyeux Une
célébration transformée en bal poussière avec la participation de nombreux artistes. Le sénateur Nabo Clément souhaite une paix durable en Côte d'Ivoire, notamment à San Pedro. Il entreprend donc une tournée de sensibilisation sur la cohésion, le pardon et le vivre ensemble. Première étape de cette tournée, la chefferie Kromen de San Pedro. Sam Conan. Siège de la chefferie traditionnelle Kromen de San Pedro, située au quartier Siweke. Le sénateur Bouika Nabo Clément y a rendez-vous avec tous les chefs traditionnels, les responsables d'associations féminines et la jeunesse Kromen. Objectif, parler de paix et de cohésion sociale. San Pedro étant l'une des villes retenues pour les phases finales de la CAN 2023, avec toutes ces infrastructures de modernisation de la ville entreprises par le chef de l'État Alassane Ouattara, il est bon, selon le sénateur Bouika Nabo Clément, d'entreprendre une série de rencontres avec les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les associations de jeunesse et les femmes pour parler de paix et de cohésion sociale, afin de préserver ses acquis et donner une bonne image de San Pedro à la nation. J'ai décidé de faire une caravane, de passer un peu partout, sensibiliser la population pour dire, après les élections, il y a eu par-ci par-là un peu de grabuge. Je crois qu'il faut rassembler tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est la politique du gouvernement. Et nous prenons tous la paix, la concorde. Il faut qu'il y ait la paix. Une démarche appréciée par la notabilité. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, mais toutes ces choses ne peuvent se faire que si il y a la paix. Donc, sincèrement, je dis un grand merci au ministre Bouika Nabo Clément pour l'initiative. Grâce à la paix, San Pedro bénéficie de plusieurs infrastructures, entre autres l'université, le stade, les structures sanitaires, comme le CHR, avec un plateau technique de pointe, le bitumage des voies et le renforcement de la route côtière. C'est demain le vote du président de l'Assemblée nationale. Jusqu'au dernier jour de campagne, le candidat du RHDP, Adama Bictogo, continue de déployer sa stratégie. Ce lundi, c'est avec le groupe parlementaire du PDCI-RDA qu'il a échangé. Sidonie Davila. Dans sa course à la présidence de la Chambre basse du Parlement, Adama Bictogo choisit de s'engager dans une campagne de proximité. Ce lundi, veille de l'élection, le candidat du RHDP est allé solliciter le soutien de ses pairs du PDCI-RDA. Le candidat nous a exposé sa vision interne du fonctionnement de l'Assemblée nationale avec une volonté ferme de faire en sorte que les députés aient plus de ressources, de moyens pour conduire leur mission, mais aussi avec l'idée que l'Assemblée nationale devienne le creuset d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous avons été sensibles à ces deux arguments. Nous lui avons répondu, avoir pris note de cette vision qui colle bien avec la vision du PDCI-RDA pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire change de cap pour demain et pour nos enfants et pour les générations futures. Un message plus que rassurant pour le candidat Adama Bictogo. Nous voulons donc, dans cet élan, dans cette dynamique, retrouver avec tous les députés cette Côte d'Ivoire qui tire sa force et sa richesse dans sa diversité. Mais la diversité ne doit pas être un élément de division. Nous voulons faire de notre diversité une richesse dans cette nouvelle assemblée qui se dessinera à partir de demain. Et je veux donc m'inscrire comme le porte-étendard de cette assemblée pour porter avec eux tous les députés, ces valeurs qui donc vont habiter notre assemblée. Dans une dynamique d'une assemblée nationale inclusive et participative, Adama Bictogo espère être élu demain au poste de président de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité au Mali, la branche sahélienne du groupe État islamique est à l'offensive depuis début mars autour de la localité d'Andera-Boukane, région de Ménaka, dans le nord-est du pays. Deux groupes armés signataires de l'accord de paix, le MSA et le Gatia, combattaient seuls depuis 3 mois. Mais ce week-end, l'armée malienne s'est finalement jointe à eux pour reprendre samedi et reperdre dimanche le contrôle d'Andera-Boukane. Les combats ont duré plusieurs heures ce dimanche.
Toujours au Mali, cette fois, en bref, on vient de l'apprendre, la durée de la transition est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022, selon le décret signé par le chef de la junte, Assimi Goïta, et lu à la télévision d'État ce soir. La junte se donne donc jusqu'à mars 2024 pour rendre le pouvoir aux civils. Et puis, le sommet des Amériques de Joe Biden, censé inaugurer une nouvelle ère dans les relations des États-Unis avec l'Amérique latine, qui s'est ouvert lundi, connaît déjà bien des chaos, avec le refus du président mexicain d'y participer à la suite d'exclusion de Cuba, de Venezuela et du Nicaragua. Après des semaines de suspense, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a finalement mis sa menace à exécution et annoncé qu'il ne participerait donc pas à l'événement diplomatique qui débute à Los Angeles. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.